Quand on évoque Martin Scorsese, on pense tout de suite aux Affranchis. On pense à Casino. On pense à Taxi Driver. Et c'est pour ces raisons qu'on va pas du tout vous parler de ce cinéma-là de Scorsese et que mon cousin ici présent a répondu à mon invitation chaleureusement. Alors, est-ce que je vais dire un truc? Je vais dire un truc. Attends. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on ne va pas du tout parler de ce cinéma-là de Martin Scorsese, mais on va parler justement de ses films les moins populaires. Et c'est pour ça que mon cousin Film Talker a répondu gentiment à mon invitation quand je lui ai suggéré cette petite vidéo et en plus qui fait un petit peu écho à ce fameux mini-documentaire que tu avais fait sur Martin Scorsese, que je vous encourage vivement à aller voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, parce que la vidéo est toujours sur ma chaîne, et puis c'est une vidéo, qui est d'autant plus importante que le nouveau film de Martin Scorsese, The Irishman, sort dans à peu près 2 mois, et cette vidéo, qui dure à peu près 25 minutes, eh bien, vous mettra à jour sur vos connaissances sur Martin Scorsese, puisque c'est une vidéo qui retrace toute sa carrière, qui évoque son cinéma, ses obsessions, les coulisses de ses tournages, donc j'ai envie de dire une vidéo quand même assez importante. Voilà. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, on va vous présenter, 4 films qui sont pas effectivement des films de mafieux, des films de gangsters ou je ne sais quoi. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de Robert De Niro dedans. Bah oui, parce que forcément, Martin Scorsese a toujours considéré Robert De Niro comme son frère. Donc on va vous énumérer 4 films, on va vous en parler, dont un qui n'est pas réalisé par Scorsese, mais qu'il était important pour nous de parler, et vous allez comprendre pourquoi. Alors on commence tout de suite par le premier. La valse des pantins. Alors La valse des pantins, c'est très curieux parce que c'est un film qui a coûté, honnêtement, on vous ment pas, on a cherché sur tous les sites, on n'a pas arrêté. Le film a coûté 20 millions de dollars. Et là, c'est vrai que c'est incompréhensible parce qu'on ne voit pas où sont passés ces 20 millions de dollars, parce que ça, c'est plutôt un petit film. Bah grave. Mais on a peut-être notre petite idée, c'est que dans le film, il y a un acteur très célèbre qui s'appelle Jerry Lewis et qui a peut-être demandé un cachet énormissime, et ce serait un petit peu la justification de ce budget, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas comment ce film a pu coûter 20 millions de dollars, et surtout que ce film a rapporté uniquement 2,5 millions de dollars, donc ça a été un échec cuisant au box-office. Peut-être même le pire de la carrière de Martin Scorsese, entre ce que le film a coûté et ce qu'il a rapporté. Là, il y a quand même une grosse différence. Donc c'est invraisemblable ce film, parce que c'est un film donc, qui a été pendant longtemps assez méconnu, sauf évidemment pour les cinéphiles et ceux qui s'intéressaient énormément à la carrière de Scorsese. Nous on l'a vu relativement tôt quand même, King of Comedy, et c'est invraisemblable parce que c'est vraiment un des pires échecs de Scorsese, et paradoxalement c'est un des films qui maintenant est peut-être le mieux considéré en fait de toute sa filmographie, hors film de mafia, etc., etc. Ouais. Et pour cause, c'est un film super bien mis en scène. De Niro est exceptionnel dans ce film, c'est-à-dire cette espèce de rôle de mec qui n'a pas de talent, mais qui s'accroche au fait de vouloir absolument réussir. Et puis, Jerry Lewis à contre-emploi, et cette espèce de binôme antinomique qui va fonctionner comme ça pendant tout le film, c'est juste incroyable. C'est énormissime. Non mais voilà, c'est un film qui est d'ailleurs ressorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps avec l'éditeur Carlotta, et donc il faut se le procurer, c'est très important. Non, c'est vraiment un film tellement important que le prochain film, Joker, réalisé par Todd Phillips, apparemment s'inspire beaucoup de La valse des pantins, entre autres, avec Taxi Driver. Mais voilà, pour rejoindre ce que tu disais, voilà, c'est un film qui, avec le temps, a pris tellement d'ampleur et est devenu de plus en plus culte que c'est devenu l'une des meilleures références quand on évoque le cinéma de Martin Scorsese. Et tant mieux, parce que effectivement, c'est un film exceptionnel où, comme tu as dit, Jerry Lewis est utilisé complètement à contre-emploi, où il joue le rôle d'un comique, mais qui dans la vraie vie est un gros connard en fait, qui n'arrête pas d'envoyer chier Robert De Niro, et comme tu dis, qui s'accroche, et voilà, il y a toutes ces scènes de conflit, de confrontation entre De Niro
et Jerry Lewis c'est juste du caviar, enfin c'est... L'histoire, bon, en gros, c'est un espèce de comique un peu raté qui veut absolument percer dans le milieu du stand-up à la télé et qui n'a pas autre chose de mieux à faire que d'harceler Jerry Lewis, qui lui est un peu le roi du stand-up à la télévision. Il va le harceler, il va aller dans sa boîte de prod, les bureaux, les machins, le saouler avec ses maquettes, ses trucs. Parce que lui, De Niro, enfin le personnage de De Niro, il est persuadé qu'il a un talent énorme. Oui. Et il se fait tout un truc. Et il y a un côté même presque, j'ai même envie de dire dans ce film, presque un côté youtubeur avant l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, t'as plein de scènes où, en fait, il se filme, Ouais. tu sais, où il répète son truc, etc. Et puis, il y a ce côté un peu égocentrique, parce que c'est vrai que les youtubeurs sont un peu égocentriques, c'est vrai. Ils ont tous un problème d'ego. Et c'est vrai que il y a ce côté comme ça, un peu face cam, tu sais, où le mec Ah, mais se totalement. filme, il se convainc qu'il est super bon. Ouais. Oui, alors qu'en vérité, il est nul. Il est vraiment pas terrible. Comme beaucoup de youtubeurs. Comme beaucoup de youtubeurs. Mais c'est vrai, non mais d'ailleurs ce plan, là il y a un plan dans le film qui est juste exceptionnel, c'est quand t'as De Niro qui se met en scène lui-même, effectivement, en faisant son spectacle, et en arrière-plan, tu as en fait une espèce de bannière où tu as un faux public. Tu vois, qu'il le regarde, tu vois, un faux public, c'est énorme, c'est énormissime. Le mec, il est vraiment complètement aliéné, quoi. Il est dans son monde, et ça rejoint d'ailleurs une des thématiques fortes du cinéma de Scorsese, c'est de mettre en scène des personnages complètement aliénés, qui évoluent dans leur propre univers, dans leur propre monde parallèle, quoi, qui sont persuadés d'être bons, qui sont persuadés d'être ce qu'ils se projettent d'être, quoi. Et là, c'est à la fois drôle et un peu touchant aussi, inquiétant. Inquiétant. C'est surtout aussi inquiétant parce que bon, comment le film évolue avec le kidnapping, etc., ça part loin. Mais voilà, c'est pour montrer aussi tout ce qui se déclenche quand tu as effectivement un ego, enfin un problème d'ego, et quand tu deviens, quand tu es persuadé d'être quelqu'un de très talentueux, et que tu veux à tout prix le prouver, et que tu deviens mégalo, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je le vois plus parce qu'à l'époque, il a été bien reçu au niveau critique, mais il a été mal reçu par le public. Et en fait, ce qui revient souvent comme critique sur ce film, c'est une satire des médias. Alors oui, moi, je veux bien, pourquoi pas, mais nous, on le voit plus une satire de l'égocentrisme des gens, en fait. Plus un truc sur l'humain, en fait. C'est vraiment, je trouve que King of Comedy, c'est vraiment beaucoup plus basé là-dessus, plus que sur une satire des médias. Moi, j'ai toujours trouvé, et peut-être qu'on peut expliquer aussi la réception publique à l'époque super tiède, par le fait, justement, que oui, ça commence comme une comédie, et puis, comme tu dis, il y a un côté très malsain, parce que ça finit carrément en kidnapping et tout, ça devient vraiment inquiétant, quoi. Donc, est-ce que le public n'a pas été un peu décontenancé à l'époque par cette double lecture du truc, par ce double ton un peu bizarre, un peu film hybride ouais, je pense. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis aussi le fait d'utiliser Jerry Lewis à contre-emploi, et finalement de ne pas donner au public ce qu'il attendait, quoi. C'est-à-dire que Jerry Lewis, quand il est dans des scènes, on va dire, du quotidien, chez lui, ou quand il croise Rupert Pupkin, De Niro, il fait la tronche, il fait la gueule. Enfin, il est pas drôle, quoi. Et en fait, la comédie, elle vient de Niro, elle vient de la confrontation entre deux personnes qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la comédie bascule dans quelque chose de plus dramatique, de plus malsain, et là on se dit, ouais, en vérité, derrière la comédie, il y a quand même des sacrés problèmes mentaux, quand oui, même. voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. Et ouais, c'est ça, et ça parle surtout de ça, quoi. Moi, j'ai l'impression, et c'est vrai que là, quand on voit toute la hype qui se passe autour du film Joker, et que on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec King of Comedy, parce que t'as De Niro qui apparaît sur scène et tout ça, et même moi, au début, je croyais qu'il reprenait presque son rôle de Rupert Pupkin. Parce que sur Joker, Martin Scorsese était crédité au générique, il était soi-disant producteur et tout ça, et je crois qu'il s'est retiré. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette impression d'une redite un peu de King of Comedy, mais voilà, quoi. Donc en gros, King of Comedy, c'est peut-être un des films les plus pertinents de Scorsese, les plus dingues, et qui reprend, oui, cette thématique, comme tu disais, de personnages aliénés qui sont investis d'une mission et qui ont l'impression qu'il faut absolument qu'ils l'amènent jusqu'au bout, parce que sinon ils vont mourir. Et c'est vrai qu'on rejoint encore ce thème de l'anti-héros chez Scorsese, toujours interprété par De Niro, qui va jouer beaucoup d'anti-héros dans sa carrière. Et très franchement, ce film, c'est juste un bijou. Moi, je sais que la première fois qu'on l'a vu, on n'a pas eu de réaction genre ouais, qu'est-ce que c'est que ce film, quoi. On a adoré tout de suite, quoi. Ah ouais, moi je n'ai fait que l'aimer de plus en plus au fur et à mesure que je le revoyais. Enfin, c'est pour moi un des meilleurs films de Martin Scorsese, et pourtant
C'est pas le plus, ouais, le plus connu, le plus connu. célèbre, mais donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu, procurez-vous tout de suite ce film, La Valse des Pantins. Alors, vous l'avez en Blu-ray, comme tu disais chez Carlotta. Si Mm. vous n'avez pas le Blu-ray, il est diffusé sur Amazon Prime, comme beaucoup d'autres films d'ailleurs. Ah. Ouais, il est diffusé sur Amazon Prime. Donc, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez le regarder. Mais par contre, qu'est-ce que tu penses du titre français, La Valse des Pantins? Je trouve que ça n'a rien à voir avec Je suis le film. comme toi, je suis vraiment pas fan de ce titre. Ouais. Ah non, mais vraiment pas. On dit- Et c'était les titres à l'époque, dans les années 80, on mettait beaucoup de titres qui n'avaient rien à voir, tu sais, sauf bon, dans le cadre Retour vers le futur et tout, mais je veux dire, il y avait souvent des titres comme ça, en fait, qui n'avaient rien à voir avec le... Tu peux te dire que oui, c'est la valse des pantins, des gens qu'on manipule, de... Ouais, mais je trouve Bon, pas qu'il y a vraiment ça c'est pas dans le... très- C'est pas trop, c'est pas Ouais. très pertinent par rapport au film. Enfin, je trouve que Non. King of Comedy, c'est Ouais. c'est exactement ça. Enfin, c'était Complètement. le titre, il y a toute l'ironie derrière, Ouais. et c'était exactement ce que raconte le film. Enfin bon. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas vu, jetez-vous dessus, Blu-ray ou Amazon Prime, c'est de la bombe. Alors en deuxième film, quand on dit le titre du film, mais ouais, mais bien sûr, machin, alors qu'en fait, personne ne l'a vu. Non, mais c'est vrai, non mais souvent c'est ça. New York, New York, avec Robert De Niro et Liza Minnelli. Enfin plutôt, Liza Minnelli d'abord, parce que c'est elle qui a le premier rôle, et Robert De Niro, tourné en 77, et produit par Irwin Winkler. Et juste pour resituer, Irwin Winkler, c'est le producteur de la saga Rocky, et qui a été le producteur tout au long de la carrière de Scorsese, donc de Martin Scorsese. Voilà, Irwin Winkler. Et Robert Chartoff. Voilà. New York, New York, en gros, c'est pour moi le film le plus hollywoodien, on va dire, de Martin Scorsese, qui n'a pas marché aussi, comme La Valse des Pantins, puisque il a coûté 14 millions de dollars et il n'en a rapporté que 16 millions. Ouais, ça va. Allez, on va dire qu'il y a un petit bénéfice. C'est moins pire que. Oui, mais... Mais c'était un échec. C'était un échec. C'était un échec. Et si tu veux, quand tu regardes le film New York, New York, donc il raconte en gros l'histoire d'amour entre un saxophoniste et une chanteuse donc qui est interprétée par Liza Minnelli. Et en gros, on va suivre le même délire que A Star Is Born. Et ironie du sort, A Star Is Born, c'était avec la mère de Liza Minnelli, avec Judy Garland. Oui. Voilà. Et ça suit un petit peu la même chose puisqu'on va voir l'ascension d'une chanteuse, Liza Minnelli, et la chute du saxophoniste interprété par Robert De Niro. Sauf que moi, Ouais. personnellement, je préfère New York, New York à Star Is Born. Ah, alors Et pourquoi ça, peu importe peu importe les versions, parce qu'il y a eu 3 versions. Hein. Oui, oui, Il y oui. a eu celui, comme tu dis, avec Judy Garland, et celui dans les années 70 avec Barbara Streisand. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve l'histoire d'amour entre Robert De Niro et Liza Minnelli beaucoup plus intéressante, ça m'a beaucoup plus captivé. En fait, j'ai trouvé que les conflits... Alors, en fait, voilà, New York, New York, au-delà des numéros musicaux qu'il y a, nombreux d'ailleurs dans le film, Ils sont géniaux. Hein. ils Oh sont là là. bien, alors mais même si je trouve qu'il y en a trop, Ouais. je trouve qu'il y en Ouais, a trop, ouais. surtout vers la fin, il y a tout un montage de plusieurs numéros musicaux qui s'enchaînent, et je trouve que c'est un peu long. Le film dure d'ailleurs 2h45, enfin, il y a eu plusieurs versions, il y a même eu une version de 4 heures au début du film, tu savais ça? Et je ne l'ai pas vu. Non mais mais je savais pas. personne ne l'a vu, hein. C'était la Ouais. première version du film, et les Ouais. producteurs ils ont dit non, là c'est trop long, coupe, et finalement il est redescendu à 2h45, mais je trouve qu'il y a trop de numéros musicaux vers la fin. Cela dit, les conflits qui existent entre Robert De Niro et Liza Minnelli, je les trouve mais tellement bien, bon déjà tellement bien joués, et tellement forts, émotionnellement, tellement, enfin beaucoup plus intéressant que ce qu'il pouvait y avoir dans A Star Is Born, par exemple, entre Barbara Streisand et Chris Christopherson pour la version des années 70. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère davantage New York, New York là-dessus, et puis surtout la mise en scène de Scorsese, qui est, à mon sens, hein, quand même beaucoup plus inventive. Il joue beaucoup sur les couleurs, il joue beaucoup sur les décors. Il y a tout cet hommage à sa cinéphilie, comme tu disais, Oh là là. puisque c'est un film qui renvoie, qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, Ouais. hein, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans les années 40 et tout ça. Et donc il rend vraiment hommage à tout ce cinéma-là, des studios des années 40. Donc c'est pour ça que même si c'est tourné dans les années 70, tout son film a été tourné en studio. C'est l'effet qu'il a voulu rendre. Clairement, là, il a voulu faire... c'est ce que je disais en fait au début quand on en parlait. Il a voulu faire son film hollywoodien. Et je pense que c'est là où ça a été un crève-cœur pour lui quand le film... il a quand même bidé, quoi. Parce que 14 millions de dollars, ça remporte 16 millions. C'est quand même compliqué, c'est quand même chaud. Et si tu veux, suite à ça,
il a fait une dépression, il était déjà un peu addict à la coke, alors on va rentrer un petit peu dans le côté vie privée, tout ça, mais c'est important parce que ça va, d'ailleurs, ce film-là pour moi va définir ce qui va se passer après dans sa carrière, notamment même sur des gros films comme Les Affranchis et tout ça. C'est-à-dire que en gros, le mec il a fait une grosse dépression parce que effectivement quand tu t'es investi comme ça, que tu fais ta lettre d'amour au cinéma de ces années-là, que tu mets justement tout en décor, tout en studio, et que tu as envie de rendre hommage à cette époque-là, et que tu te bides, bah, c'est terrible pour un artiste. Et le truc, c'est que lui, il était déjà accro à la coke, et après ce film-là, il a carrément chuté, mais carrément chuté dans la coke à mort et tout. Il a eu des exigences de dingue sur ce film, il était complètement dingue. Il a eu, je crois, même une relation avec Liza Minnelli. Enfin, c'était mais un tournage invraisemblable. Il s'est disputé avec Robert De Niro et Scorsese a disparu du plateau, si bien que c'est un assistant, ou je sais plus si c'est le chef-op qui a pris le relais, qui a dû même réaliser des scènes. Il a dû diriger, réaliser quelques scènes pendant l'absence de Scorsese. Et effectivement, comme tu dis, l'échec de ce film l'a encore plus rendu dépendant à la drogue. Et ça ne l'a pas aidé aussi de faire le documentaire La Dernière Valse. Ouais, ça lui allait. Il a passé son temps avec des rockers, avec des icos qui, à mon avis, lui ont fait découvrir plein de drogues. Et donc là, il est devenu encore plus dépendant. Et il y a eu ce fameux épisode où il a été... il a eu un gros malaise, enfin il a été admis à l'hôpital, et De Niro est allé le voir et tout ça, et c'est d'ailleurs à ce moment là que De Niro est allé un peu le récupérer et lui a parlé justement du projet Raging Bull qu'il l'a remis en selle. Pour alors Raging Bull, juste je fais une petite aparté, Raging Bull on va pas en parler dans cette vidéo parce que bon, Raging Bull, c'est quand même extrêmement connu, même si à l'époque le film a bidé, oui, mais n'empêche que maintenant, bon, alors, on va pas reparler de Raging Bull, c'est trop, voilà, quoi, pourtant c'est un de ses plus grands films, il me semblait plus important de parler d'autres trucs un peu moins connus, mais c'est vrai que sur New York, je peux comprendre la déception, surtout qu'il y a mis du cœur, surtout que les numéros de chant de Liza Minnelli, ils sont complètement dingues, quand elle part en chant comme ça, enfin c'est juste, t'es captivé, t'es électrisé, enfin, c'est extraordinaire. Intense, et puis cette opposition avec ce Robert De Niro un peu loser, etc., qui joue déjà extrêmement bien, enfin voilà quoi, c'est quand même du très très lourd. Mais je trouve que pour autant Scorsese il déploie pas encore tout ce qu'il déploiera en termes d'inventivité de mise en scène et en tant que pertinence, je trouve, de tout ce qu'il va faire après. Mais déjà c'est du très très lourd quoi. Tu sens la grosse machinerie derrière, quoi. Moi ce que j'ai vraiment adoré dans justement toutes les scènes intimistes on va dire entre Robert De Niro et Liza Minnelli, c'est les regards de Niro et même de Liza Minnelli, enfin les regards qui se lancent, qui se jettent quand l'un est en train de déborder ou quand l'autre, tu vois, quand De Niro est en train de faire son macho et en train de tu vois, est en train de s'imposer, en train d'essayer de l'écraser, tu vois, pour lui dire attends, ferme ta gueule là. Attends, c'est moi qui dirige c'est moi qui dirige l'orchestre là, tu vois. Et juste à un moment donné, tu sais, elle lui parle et lui il l'écoute et tu sais, il reste fixe comme ça. Non mais tu sais avec sa tête de De Niro. Et tu sais, tu dis et ce mec là est complètement fou. Non mais il a l'air complètement timbré. Ça rejoint encore la thématique du personnage investi d'une mission quoi. Ah non mais totalement. Il est dans son monde et il la regarde, tu sais, il attend comme ça qu'elle termine. et tu dis mais il va lui mettre une droite, qu'est-ce qui va se passer? C'est énorme. Et toi tu me disais, c'est vrai que il y a une scène que tu adores dans ce film, c'est la scène de la scène de la voiture. Il y a une scène dans une voiture à un moment donné où le couple se explose, mais vraiment explose littéralement, c'est-à-dire que Liza Minnelli pleure, lui il pète un câble, enfin je veux dire, tout ça pour une histoire de voilà, ils s'entendent plus du tout, on va pas tout spoiler, mais... Non, mais surtout qu'au milieu de cette scène, il y a un enjeu de dingue. Il y a un enjeu, on va pas le révéler, mais... Mais c'est vrai que cette scène, et voilà, là on voit tout le talent de la direction d'acteur aussi de Martin Scorsese, c'est-à-dire que Martin Scorsese, oui, c'est un grand réal, mais qu'est-ce que ça veut dire grand réal? C'est aussi, ça passe par une direction d'acteur, mais c'est un des plus grands directeurs d'acteurs de notre siècle, quoi. Enfin, c'est super impressionnant, quoi. Parce qu'ok, il a des pointures comme De Niro, voilà, il a toujours des grands acteurs avec lui, mais il arrive à les pousser dans des choses, mais tu te dis c'est pas possible, quoi. Ça fait super vrai, c'est hyper authentique. C'est toujours très intense, toujours très intense, quoi. Hein. C'est vraiment voilà. Donc New York, c'est pour moi en tout cas, voilà un film que je revois tout le temps, mais avec un plaisir immense. Même si le film est long et effectivement ça se répète beaucoup dans les numéros musicaux, je suis d'accord, surtout vers la fin. Mais t'as vraiment là pour le coup un hommage à ce cinéma qu'il aime, quoi. Mais c'est genre, ça transpire de ça, quoi. Et puis surtout il y a une putain de musique. Et il y a une BO, il y a une BO d'enfer, BO jazzy, voilà quoi, avec des.
Ah non, mais ce film, c'est pour moi, c'est une incompréhension que ça n'ait pas jamais marché, quoi. Et peut-être. Comment ça se fait Ah, je sais pas. Peut-être que, ouais, peut-être montage trop long, peut-être trop long, plein ouais. de choses comme ça qui ont pu jouer, ou peut-être sorti peut-être pas à la bonne époque, parce qu'il faut pas oublier quand même que 77, on est encore dans les années 70, je veux dire, voilà. Alors Star Wars n'est pas encore arrivé, ou Si, alors. je crois que c'était arrivé. Ah, Ouais. ou alors c'était Ouais. arrivé, mais ça venait d'arriver aussi. Ça venait d'arriver, Tu ouais. vois, Star Wars venait d'arriver. Lui, il sort son film quasiment en même temps. On était encore peut-être dans cette période un peu dépressive. Est-ce que faire une comédie musicale en hommage à l'âge d'or hollywoodien, est-ce que c'était vraiment dans l'air du temps? Je sais Ouais, pas. peut-être. Ouais, non, Je mais sais c'est pas. ça. Peut-être que c'est pas bien. C'est pas sorti au bon moment. C'est peut-être Ouais, pas ouais. sorti au bon moment. Non, mais c'est vrai, c'est incompréhensible. Hein. Parce que c'est quand même un film réussi sur beaucoup de choses, direction d'acteur, réal, Ah même, ouais. même le script et tout est vraiment très très bien. Alors toujours disponible en Blu-ray, si vous l'avez pas, franchement, si vous aimez Scorsese, il faut absolument voir New York, New York. C'est quand même une œuvre importante à mon sens dans sa filmographie. Dans cette vidéo, on aurait pu aussi vous parler d'un film sorti en 1972, donc avec Ellen Burstyn. Alice n'est plus ici, donc c'était bien avant Taxi Driver. Oui. Un film assez intéressant, bien mis en scène, on va dire. Mais on a préféré vous parler d'un autre grand film de Martin Scorsese et dont on parle pas énormément, et pourtant qui est connu, bien évidemment, par tous les cinéphiles et ceux qui connaissent Martin Scorsese. After Hours, sorti en 85 avec Griffin Dunne et Rosanna Arquette. Rosanna Arquette et Griffin Dunne, d'ailleurs, qu'on retrouvera quelques années plus tard dans le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, dans quelques petites scènes. Alors dans After Hours, en gros, ça raconte l'histoire d'un jeune informaticien qui travaille dans une banque et qui va vivre une soirée de cauchemar, on peut dire ça comme ça, où tous les malheurs du monde vont s'enchaîner pour lui dans les rues de New York. Où le personnage, et on pourrait presque le dire, est tombé dans une sorte de quatrième dimension, où effectivement il va être prisonnier comme ça dans ce quartier de New York, dans le quartier de Soho. Il va pas réussir à s'échapper, il va pas réussir, enfin les situations vont s'envenimer. Et là où After Hours est grandiose, c'est évidemment sur la mise en scène, où là la caméra de Martin Scorsese s'emballe, s'affranchit de plein de contraintes, et enchaîne les travelling, les plans de grue, les plans en plongée, enfin il y en a pour un... Voilà, c'est un festival de mise en scène, et c'est d'ailleurs un film qu'on pourrait aussi définir comme une sorte d'influence pour la série Parker Lewis, qui aussi avait une mise en scène complètement survoltée, puisque After Hours c'est vraiment ça. Il a eu le prix de la mise en scène à Cannes en 85, bon, amplement mérité, et c'est vrai que là pour le coup, pour moi, à ce moment-là, Scorsese révèle tout le potentiel de sa mise en scène. Non pas qu'il n'y en avait pas avant, hein, quand même, attention, il y en avait dans Taxi Driver, il y en avait dans Raging Bull bien sûr, et dans New York, New York, mais là je trouve qu'il pousse les choses vachement plus loin, et After Hours pour moi c'est un marqueur de ce que va devenir sa mise en scène, notamment sur des films comme Dernière Tentation du Christ et surtout Les Affranchis. C'est un montage super cut, ça enchaîne effectivement comme tu disais des travelling avant super rapides, des zooms avant, voilà, je sais même pas d'où il les sort, des plans de grue, etc. Alors on voit que cette mise en scène est peut-être aussi, et là c'est peut-être une interprétation un petit peu farfelue de ma part, mais je trouve que c'est peut-être là les résultats de ces années de cocaïne justement. C'est-à-dire que on a l'impression que tout va très vite. Exactement. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, Scorsese, il a besoin de dire, regardez ce que j'ai vécu quand j'étais sous coke, bah je vais vous donner le même trip en film. Exactement. Non mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, en fait, là où Scorsese est toujours très fort, c'est pour retranscrire l'adrénaline en fait. En fait, c'est ça, c'est retranscrire l'adrénaline par les mouvements de caméra, par sa mise en scène. Ouais. Et c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est-à-dire que là, on ressent la folie, les situations qui s'enchaînent, cette impression de cauchemar qui est liée, ouais, peut-être aux effets secondaires qu'il a pu ressentir quand il était sous drogue, et il nous les retranscrit là dans cette histoire de dingue où voilà, ce personnage est complètement coincé dans ce New York. Ah bah pour moi After Hours c'est un film kafkaïen sous coke. Et tu revois ça par exemple sur certains plans des Affranchis, juste je digresse un peu sur les Affranchis, on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais c'est vrai que quand par exemple, mais c'est dur de pas en parler, mais c'est vrai que quand t'as le plan par exemple un travelling avant sur un personnage qui sniffe de la coke, oui, dans les Affranchis, bah t'as pas forcément la notion de la coke dans After Hours, mais ce que je veux dire c'est que t'as exactement ce même type de plan, quoi. Ouais. Et il va se servir plus tard, vraiment, que ce soit dans Cape Fear, que ce soit dans tous ses films, de ce galop d'essai, en fait, qu'il a mis en place dans After Hours, et qu'il va appliquer tout le temps. Et le truc, c'est que le mec, en plus, est dans un enchaînement de situations. Donc là, on revient un peu sur l'histoire, mais c'est plus, si tu veux, cet enchaînement de malheurs qui t'arrive, même toi, dans la vie, quand tu te lèves un matin, ça t'arrive plein de fois,
Et que le destin s'acharne sur toi. Mais pendant une journée. Ah oui, oui, ça s'arrête pas et tu dis, bon allez, je vais rentrer chez moi, je vais me coucher, j'arrête. Stop. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça fait penser à ça, et c'est une nuit de cauchemar, quoi. C'est Vraiment, ça. En fait, c'est ça, After Hours, t'as l'impression d'embarquer dans un train qui est lancé à toute vitesse et un train dans lequel tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas descendre, en fait. Qui ne s'arrête pas et qui va t'emmener au fond du tunnel, au fond. Enfin, non mais c'est vrai, t'as cette sensation d'être bloqué à l'intérieur de ce truc qui va à toute vitesse. Et ça jusqu'au dernier plan du film, jusqu'à la toute fin où tu sais, bon, on va pas révéler, mais on révèle pas, mais mais ça va à toute vitesse jusqu'à la dernière fin. Même le personnage, il est, tu vois, il est soufflé, quoi. Tu vois, ça se termine avec la musique classique, je sais plus ce que c'est, qui va en avance rapide comme ça, tu vois. Et puis t'as un espèce de travelling circulaire, je crois, autour de lui. C'est ça. Et vraiment, c'est un film qui est tourbillon, quoi. C'est un tourbillon. Il y a pas le scénario est pas extraordinaire, mais ça va être une galerie de personnages que tu vas rencontrer, que toi-même en tant que spectateur, tu sors totalement groggy de ce film, et comme tu disais, hein, tu es comme le personnage, et tu vas rencontrer toute une galerie de personnages les plus invraisemblables les uns que les autres, mais c'est ça aussi la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en espace de 7 heures ou 8 heures de temps, il va t'arriver des trucs, mais tu sais même pas pourquoi ça t'arrive. Et en fait, After Hours, ça raconte ça, quoi. Et tu cours après le temps, comme ça, tu cours après des choses, tu sais même pas pourquoi tu le fais, mais t'es coincé, tu peux pas en sortir. Ouais. Et After Hours, c'est un véritable cauchemar, mais je dirais cauchemar en comédie, quoi. Exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'on rit de ce cauchemar un petit peu, quoi. Ouais. C'est ça qui est fort, c'est une comédie noire, mais il y a tout cet aspect-là, de hyper anxiogène du personnage coincé dans ce New York, et en même temps, les personnages sont tellement dingues, tellement farfelus que les situations deviennent drôles, quoi. Voilà. Ça en devient comique, quoi. Tellement le destin s'acharne sur lui, quoi. Tellement le mec, c'est un poissard, quoi. Alors qu'il voulait juste aller draguer une nana à l'autre bout de New York, enfin, ça a commencé comme ça, quoi. Hein. Voilà, ça a commencé tout à fait innocemment. Et juste pour faire un parallèle avec Michael Jackson, et ouais, je peux pas m'en empêcher, Michael Jackson, le clip Bad, et oui, parce qu'il a réalisé Martin Scorsese. Mais en quelle année ? En 86, juste après, un an après. Et très franchement, on peut établir un parallèle entre After Hours et le clip Bad, parce que c'est réalisé de la même manière. Et en plus, il y a le métro de New York, et After Hours, tu vois énormément le métro de New York, notamment au début. Il se sert de tous les plans du métro de New York et tout ça. Et dans le clip Bad, tu vois vraiment cette adrénaline dont tu parlais. Tu la ressens. Et là, pour le coup, c'était totalement justifié, parce que quand t'entends le morceau Bad, c'est un morceau d'adrénaline, quoi. Vraiment, paf. Et il fallait quelque part Scorsese pour le réaliser. Il y avait que lui qui pouvait réaliser ça. Et donc, si vous n'avez pas vu le clip dans son intégralité, regardez-le, vous allez voir, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui font vraiment penser à ce film. Alors avant de passer au 4e film, tu voulais absolument nous parler d'un truc. Alors on va sortir ça, voilà, c'est Histoire fantastique, c'est produit par Steven Spielberg. Mais pourquoi tu voulais nous parler de ça ? Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Tout simplement parce que Martin Scorsese a réalisé un des épisodes de cette série qui s'appelle Miroir, Miroir. Et qui est extraordinaire. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le trouver, essayez de vous procurer le coffret, essayez de voir cet épisode. Même dans un épisode comme ça d'une vingtaine de minutes, Scorsese nous montre encore une fois l'ingéniosité de sa mise en scène à mettre en scène la psychose des personnages. C'est ça, c'est ça aussi, c'est un thème qui revient souvent dans sa filmographie, la psychose des personnages. Et là, sans révéler de quoi il s'agit, mais c'est... Voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'il arrive à placer sa névrose, le côté horrifique des choses, dans une série d'anthologies produite par Spielberg, qui est plutôt axée, on va dire, enfantin. C'est-à-dire que Histoire fantastique, pour rappel, c'est genre Twilight Zone, mais en un peu plus cool, quoi, on va dire. Et il arrive encore à placer ça, voilà, quoi, dans cette série d'anthologies. C'est quand même extraordinaire. Et c'est à voir, parce que c'est peut-être avec celui de Zemeckis, qui est vraiment chef-d'œuvresque, cet épisode-là, La Mauvaise Tête, c'est pour moi un des épisodes les plus intéressants, voilà, parce qu'il y a aussi cette mise en scène assez extraordinaire dans cette série d'anthologie qu'on vous recommande, l'épisode Miroir, Miroir, si vous ne l'avez pas vu. 4e film, ce n'est pas un film réalisé par Scorsese. Alors bon, c'est un peu une sorte de digression. Voilà, on voulait vous en parler parce que c'est un film qui est réalisé par Irving Winkler. Et Irving Winkler, on vous le disait en début de vidéo, ça a été le producteur et maintenant le coproducteur de Scorsese tout au long de sa carrière. Et il a réalisé ce film avec Robert De Niro et avec Annette Bening. Un film qui s'appelle La Liste Noire. Et donc La Liste Noire,
Scorsese joue dedans, et c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'il a un tout petit rôle, il joue dedans aux côtés de son ami Robert De Niro, et là ça va parler clairement de la chasse aux sorcières pendant les années 50, où tous les scénaristes, réalisateurs étaient soupçonnés de communisme, enfin en tout cas certains étaient soupçonnés de communisme, et en fait tout le film va s'articuler autour du fait de qui va dénoncer qui, et est-ce que le personnage principal, David Mills, qui est scénariste-réalisateur, est-ce qu'il va, lui, succomber justement à la tentation de dénoncer ses proches pour sauver sa carrière. Pour sauver sa carrière, et tout le film va parler de ça. Voilà. Et c'est un film important pour Martin Scorsese parce que Martin Scorsese, évidemment, c'est un grand fan de Elia Kazan, qui est un réalisateur à l'époque qui a dénoncé des gens à Hollywood pour justement sauver un petit peu sa carrière. Et il y a toujours eu une sorte de, comment te dire, de polémique autour de lui. Est-ce qu'on doit l'excuser? Est-ce qu'on doit le pardonner? Et je sais que Scorsese, lui a rendu souvent hommage, et même aux Oscars, dans les années 90. Oui. Il lui avait rendu, il y avait eu un Oscar d'honneur pour Elia Kazan, parce que bon, quand même, Elia Kazan, réalisateur... C'est du lourd. C'est du lourd, voilà, réalisateur de Sur les quais avec Marlon Brando. On ne le présente plus. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens à Hollywood qui lui en veulent encore et qui lui ont jamais pardonné ça. Et... c'est pour ça que La Liste Noire, c'est un film important, même si c'est pas réalisé par lui, c'est un film important pour Martin Scorsese, et surtout c'est un excellent film. C'est un excellent film, c'est la même team, on peut dire ça comme ça, De Niro, Scorsese, Irving Winkler et tout ça. C'est vrai que ça aurait pu être un film qu'il aurait pu franchement réaliser. Après, ce que je pourrais reprocher un petit peu à la Liste Noire, c'est que, et là où ça aurait pu être vraiment un grand film, c'est que ça manque peut-être justement un peu... allez, je vais dire d'ambition hollywoodienne, c'est-à-dire que il y a cette fameuse scène, bon, sans spoiler, mais bien sûr, De Niro, il va se retrouver face à une commission où il va falloir qu'il balance ou pas des gens proches et tout ça. Et je trouve que finalement, tout le film se déroule un petit peu, de façon un petit peu sage dans la mise en scène, c'est-à-dire que par exemple, si Scorsese s'était attaqué au problème, ou même un Spielberg, pourquoi pas, soyons dingues, je pense qu'il aurait beaucoup mis, enfin, je pense qu'il aurait insufflé peut-être un souffle épique, entre guillemets, bien sûr, à cette histoire qui méritait peut-être un peu plus, peut-être d'épique, peut-être d'émotion. D'intensité, d'intensité, plus d'intensité, dans les scènes de procès ou des trucs comme ça. Là, ça reste quand même un petit peu sage, et c'est là où peut-être qu'il se loupe à être un grand film. Là où, finalement, pour nous, ça reste un grand petit film, quoi, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est un peu... Parce qu'il y a aussi l'interprétation de De Niro qui est, encore une fois, énormissime, et surtout, dans les dernières parties, où là, De Niro, il est vraiment confronté à lui-même, quoi, et puis à son éthique, etc. Et donc, est-ce qu'il va flancher ou pas? Et toutes ces parties sont quand même assez intenses, mais c'est vrai, je suis d'accord, dans la mise en scène, il aurait pu magnifier encore plus cette histoire, qu'on la rende encore plus, comme tu dis, encore plus dingue. Encore plus dingue. Alors que la musique est vachement bien. La BO est top. De Niro en jeu intérieur, c'est-à-dire que ce qui est vachement bien dans ce film, justement, c'est que il fait pas son De Niro. Il est vraiment en mode comment je vais m'en sortir et tout ça. Alors il a des coups de colère, il a des trucs, etc. Mais il est vraiment plus en jeu intérieur que s'il tournait par exemple pour un Scorsese ou pour d'autres trucs. Mais ça reste pour nous un film vraiment intéressant. Ouais, et puis surtout c'est aussi un des rôles de Robert De Niro où il joue un personnage, on va dire, assez lucide, tu vois, très lucide par rapport à d'autres où, Taxi Driver, Raging Bull, King of Comedy, etc., où il est dans son monde, tu vois, où il est perché, où il joue le rôle de personnage complètement perché. Là, pas du tout. Là, il est lucide. Et ça fait du bien de le voir dans des rôles comme ça. Irving Winkler, qui réalisera quelques films pas terribles après, je pense qu'il était meilleur en tant que producteur, même si La Liste Noire reste quand même un film important. Il réalisera par la suite, ou alors peut-être avant, je ne me souviens plus, un film qui s'appelle La Loi de la Nuit, avec Robert De Niro et Jessica Lange, 4 ou 5 ans avant Les Nerfs à vif quand même, où Robert De Niro et Jessica Lange vont se retrouver dans un film de Martin Scorsese. Donc voilà, donc c'est cette team un peu quand même qui a vachement de talent, qui est quand même énorme. Alors La Liste Noire, si vous ne l'avez pas vue, je sais même pas si c'est disponible en Blu-ray, peut-être en DVD, et toujours sur Amazon Prime. Ils vont croire que je fais de la pub pour Amazon Prime, c'est terrible. Bon. Non mais c'est vrai, moi je suis abonné, je vous le dis, voilà. Ça s'appelle Guilty by Suspicion en anglais. Vous tapez Robert De Niro, vous allez le trouver, et franchement, c'est un très bon film. Ça vaut le coup de le regarder. Maintenant, alors on aurait pu parler d'autres films qui sont sortis après After Hours, comme La couleur de l'argent, ou même La dernière tentation du Christ, qui a été scénarisé par Paul Schrader. Paul Schrader qui est, on va dire, un peu le scénariste attitré de Martin Scorsese, puisqu'il a écrit pour lui environ 4 films, je crois. Ouais. Taxi Driver, Raging Bull, La dernière tentation du Christ et À tombeau ouvert avec Nicolas Cage. Mais
On n'en parle pas parce que nous, on n'aime pas le christianisme, et on est contre la On religion. déteste, non, on déteste tout ça, donc Non, mais hors de cela dit, question d'en parler. il faut quand même replacer dans le contexte. Dernière tentation du Christ à l'époque, on en avait beaucoup parlé, pas pour le film en lui-même, mais parce qu'il y avait eu un attentat en France dans un cinéma. Hein, ça, À c'est vrai. Saint-Germain, à Saint-Michel. À Saint-Michel, qui avait été perpétré par des catholiques intégristes. Le 28 septembre, à Paris, 17 salles affichent La dernière tentation du Christ. La nuit dernière, il ne reste que 2 cinémas, dont le Saint-Michel, dévasté vers minuit par un incendie criminel. 13 personnes sont intoxiquées par la fumée. Ce soir, 6 d'entre elles sont encore hospitalisées, dont 2 policiers. Donc ça, c'était bien dommage parce que du coup, ça a fait remuer beaucoup là-dessus et on a moins parlé du film. Pour moi, le film est intéressant. Je préférerais toujours, par exemple, une Passion du Christ de Mel Gibson qu'une Dernière tentation du Christ de Scorsese. Mais j'adore ce film quand même. Ça se discute. Toi, tu préfères, je crois, celui de Scorsese. Moi, je crois que je préfère celui de Scorsese au final. Même si j'avais beaucoup aimé celui de Mel Gibson, je préfère celui de Scorsese parce qu'il est plus, comment te dire, il est plus dérangeant dans sa relecture des évangiles. Enfin, Ouais, je c'est trouve, vrai. enfin, plus dérangeant et plus intéressant, quoi. Ouais. Enfin voilà, vous Et verrez. c'est si une vous connaissez relecture, et c'est quand même une relecture hyper provocatrice. pas. Ah oui. Une relecture totale. C'est super intéressant, hein. Moi j'adore Ouais. ce film vraiment, hein. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Ouais. Ouais. Oui, dérangeant, mais sans être blasphématoire, je trouve, Voilà. parce qu'il arrive à conserver le message humaniste du Christ, mais tout en, justement, en l'humanisant, en fait, Exactement. en rendant le Christ moins divin que la représentation qu'on s'en fait. Mais je pense que ce n'était pas pour critiquer, quoi. Tu vois, c'était... Non. Et surtout, comme tu le dis dans ton mini-doc, dans ta vidéo sur Scorsese, tu fais tout un passage, il y a tout un passage sur le christianisme. Faut quand même pas oublier que Martin Scorsese, ça parsème toute sa filmographie. Enfin, je veux dire, c'est un catholique convaincu. Il voulait être prêtre. Voilà, il voulait même être prêtre. Donc, c'est quand même super important à signaler. Donc, je pense que le film a été mal perçu. Mal perçu, Ouais. tout ça. Il y a eu La couleur de l'argent, Paul Newman, Tom Cruise, qui n'est pas un de nos films préférés de Scorsese, quand même. Non, hein. c'est clair. Pourtant, voilà le casting, quand même. Et ouais. Mais je trouve que là, c'est pas un film. Enfin, je trouve que là, on s'éloigne peut-être des thématiques et des obsessions de Scorsese. J'ai plus l'impression Oui, que c'est c'était. Enfin, ça faisait. Enfin, en tout cas, moi, ça me faisait plus l'effet d'un film de commande, en fait. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai J'ai que moins ça- été investi dans ça. Ouais, ça donne cette Voilà. impression. Et puis le scénario, il est un petit peu, tu ne sais pas trop. Ouais, au début, ça part sur Tom Cruise et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Et puis après, ça part plus sur Paul Newman. Puis en fait, tout le film est en fait sur lui. C'est-à-dire sur le côté, je veux prendre ma revanche sur la vie et tout ça. Donc tu te dis qu'il y a un côté hybride dans ce film qui est un peu bizarre. La mise en scène est bien, mais. Non, Voilà. pas aussi inspiré que Ah ouais. sur plein d'autres films. Alors juste aussi, il faut quand même parler un petit peu de la période DiCaprio, parce que même si c'est vrai, les films qu'il a fait avec DiCaprio ont quand même bien marché, quoi. Hein, Oui, faut oui. pas déconner. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un film dont on parle jamais, et pourtant c'est un film qui a marché. The Aviator. Ah oui, mais alors ça, moi, je suis Oh là là. je suis pas d'accord. Mais moi, qu'est-ce je que suis pas j'aime d'accord. Ou alors c'est parce que j'aime tellement ce film Non, mais- que je voudrais en parler tout le temps, mais Ouais, je je crois sais que c'est plutôt ça. Ouais. C'est Non, peut-être ça, parce alors. que ce film, il est très connu. Très Il est connu, dans quand la même. filmographie de les gens en Scorsese. parlent quand même. Ils parlent pas plus des Infiltrés ou de Gangs of New York. Ouais, Avec peut-être DiCaprio. les Infiltrés. Non, Ou Shutter que- Island. Ou Shutter Island, ouais, peut-être plus Shutter. Non, The Aviator quand même, il avait été nominé à plein de. Il avait reçu plein de nominations à l'Oscar. DiCaprio avait failli le gagner. Oui. Euh, Ah si, il avait eu le Golden Globe, je crois, mais il avait pas eu l'Oscar. Mais non, Ah il ouais, n'avait pas eu c'est ça. l'Oscar. Et pareil, même Martin Scorsese, il était nominé meilleur réalisateur. Je crois qu'il avait eu même meilleur film, mais ils ont eu aucun Oscar, je crois. Ouais. Peut-être les décors ou je sais plus quoi, un truc comme ça, un Oscar technique, mais non, c'est un film qui a marché, qui a plu, enfin j'ai l'impression, hein. Après je peux Bon, peut-être bah me écoute, tromper. hein, je sais pas. c'est Mais peut-être oui, moi. mais je pense que toi t'adores tellement ce film j'aime que tu tellement voudrais ce que ce soit dans le top des... Ouais, je voudrais presque qu'on des cite films de tout- Martin Scorsese. Ouais, voilà, mais bien plus qu'un Shutter Island, quoi, tu vois, par exemple. Ah ouais, Que non, j'aime mais- bien, mais... Ah ben moi par exemple si je devais le placer, enfin en tout cas je le place au-dessus des Infiltrés par exemple, Ah, moi aussi. qui est soit dit, moi je trouve ça un peu triste. que Ah oui, Martin alors voilà. Non mais voilà, là il y a une grande injustice sur Martin Scorsese par rapport aux Infiltrés, où il a gagné, c'est le seul, il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, alors que je trouve, même si le film n'est pas mauvais. Ah, le il est film- même bien. Non mais Il le est film est bien, j'aime bien ce film, mais moi j'avais pas adoré déjà parce que j'avais vu le film original chinois Infernal Affairs dont il est le remake, et que j'avais trouvé supérieur au film de Scorsese, je sais pas
pas si c'est une hérésie de dire ça, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être parce que c'était la primeur de voir d'abord le film chinois, mais s'il y avait bien un Oscar à donner à Scorsese, enfin, je trouve que c'était pas pour ce film, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, il aurait dû. Non, je suis d'accord. Non, mais voilà, je comprends pas pourquoi il y a eu un emballement autour des Infiltrés. Ouais. Je trouve pas que ça soit le meilleur de Scorsese. Bah, en tout cas, voilà, comme tu dis, s'il fallait lui attribuer un Oscar, ça aurait pas forcément été pour ce film-là, quoi. Non. C'est Il y a, vraiment, il y a avait- tellement eu d'autres films Ouais. avant Je suis celui-là totalement d'accord. où il aurait dû l'avoir. Enfin, Ouais. voilà, les Affranchis, Casino. Ouais. Enfin, il y en a plein, C'est quoi. vrai. Même Aviator, quoi. Aviator, c'est tellement Ouais. grandiose, quoi. C'est Ouais. tellement incroyable, quoi. Mais bon, Et écoute, oui. c'est comme ça. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous aimez aussi parmi ces petits films de Scorsese. Bon, petits, hein, bien sûr, entre guillemets, parce que c'est des films quand même, pour certains, qui ont bien marché et tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite sélection? Si vous avez envie d'en rajouter, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de mon cousin, à vous abonner, The Film Talker, et de voir l'excellent mini-doc sur Martin Scorsese qu'il a réalisé. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!